Du souffle à la voix, laboratoire aléatoire, inédit, extrait, lecture et miscellanée. Un podcast au format court de et avec Sohan Kalim. 7 mars 2015. La voix, c'est plus que la présence du corps. C'est autant que le visage, que le regard, que le sourire. C'est ainsi que Marguerite Donadieu, dite Marguerite Duras, en 1987, écrit sa vie matérielle à l'encre de sa voix. Et elle ajoute « Ce livre n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre sans raison d'être, ce livre n'en est pas un. » Ce podcast, c'est l'histoire d'une voix qui donne à entendre la lecture. La voix, c'est la mienne, et ça tombe bien puisque je suis de ceux qui écrivent à voix haute, au risque de passer pour fou. Mettre à nu sa voix, c'est prendre le risque d'être démasqué. Heureusement, la nuit lui donne la profondeur qui lui manque le jour, comme au cinéma. 1987. Je me souviens, j'avais 10 ans à peine. 6 ans plus tôt, Mitterrand était enfin parvenu au pouvoir qu'il avait tant désiré. Le désir, Marguerite Duras, elle connaît. Cette année-là, 1980, Duras à Trouville fait encore du cinéma. Un dimanche soir, un 1er mars, elle confie une part de son désarroi. Nous sommes encore dans l'hiver, nous sommes à la fin du mois de février, et c'est le temps exact, le temps précis qui est nécessaire pour tourner les films de l'été. Je veux dire par là que les films de l'été se tournent l'hiver, je peux même aller plus loin. Je dis que le cinéma se fait en hiver, c'est-à-dire pendant l'absence même du sujet, la fuite même de ses conditions, c'est-à-dire de la chaleur, d'une aise à vivre, d'une sorte de vacation de l'être humain, de son jeu. C'est en hiver seulement qu'on peut témoigner du bonheur de vivre. C'est en hiver, quand il est impossible, quasiment impossible justement d'accéder à cette aise à vivre, qu'on peut en témoigner. On atteint là une contradiction essentielle, un paradoxe du cinéma. C'est par le manque qu'on dit les choses, le manque à vivre, le manque à voir. C'est par le manque de lumière qu'on dit la lumière, et c'est par le manque à vivre qu'on dit la vie. Le manque du désir qu'on dit le désir, le manque de l'amour qu'on dit l'amour. Je crois que c'est une règle absolue. Je crois que la plénitude du désir, de l'amour, de la chaleur, de l'aise à vivre, ne comporte en soi aucun manque à être, donc on ne peut pas se dire. Je crois que c'est à partir du manque d'être dans le désir, dans l'amour, dans l'été, qu'on peut dire l'amour, le désir et l'été. Le silence se fait, à défaut de son film sur l'inceste qui lui ne verra jamais le jour. Quelques semaines plus tard, une vague rose, un grand soir renversera l'histoire, et pendant un bref moment, l'espoir sera à l'ordre du jour. Moi aussi je sais faire du cinéma, à ma façon. Un cinéma qui n'aurait pas besoin d'autre chose que des mots, et dont le film se projette sur la toile de l'imaginaire. Laissez-moi planter le décor. Nous voilà au restaurant. Une petite brasserie parisienne. Un mur sonore isole chacune des conversations. Une musique discrète circule et comble les rares moments de silence. Les couverts s'entrechoquent, mais personne ne semble se préoccuper du vacarme. Un éclat de rire survient parfois, une déflagration. Quelques visages se retournent sans souci de discrétion, comme les badauds, poussés par une curiosité plus ou moins malsaine, se rassemblent autour d'un accident. C'est dans ces moments-là qu'elle faisait son apparition, lorsque chacun, distrait de son repas, ne pouvait manquer son arrivée. Elle semblait dotée d'un certain talent de synchronicité. Je dis synchronicité par emprunt à Jung, en ceci que si l'éclat de rire et son arrivée étaient deux événements distincts, on les aurait dit liés, comme si le premier avait servi d'annonce au second. Elle avait été belle autrefois. Je réalise, disant cela, l'injustice que je commets à son égard, car belle elle était encore, mais on ne pouvait que penser, la voyant pour la première fois, à la femme qu'elle fut et dont subsiste le souvenir. On aurait pu sans peine l'imaginer comédienne, chanteuse ou artiste, mais à vrai dire, je n'en savais rien. J'habitais depuis peu une ancienne chambre de bonne. La cuisine commune n'avait de cuisine que le nom, alors je venais parfois dîner dans ce restaurant, en compagnie d'un roman, puisqu'à Paris je ne connaissais encore personne. Elle venait dîner seule, un soir sur deux. Elle saluait de la tête d'autres habitués qui, comme elle, se retrouvaient ici un peu comme chez eux. Et comme nous étions seuls, tous les deux, nous nous retrouvions souvent côte à côte, installés à 2 tables individuelles. Je ne me souviens plus qui de nous deux un jour entama la conversation. Je crois que ce fut elle.
je n'aurais pas eu l'audace, en dépit de l'attraction qu'exerçait sa présence. Et comme j'aimais parler, nos échanges sont vite devenus naturels. Je n'ai jamais essayé de savoir quoi que ce soit d'elle ou de son passé. Je crois qu'elle aurait trouvé cela vulgaire. Nous parlions plutôt cinéma, des vieux films que je n'avais pas encore vus, des récents qu'elle ne voulait pas voir. Elle parlait de 1952 comme si c'était hier, et se moquait de moi lorsque j'avouais ne pas savoir qui alors était président de la République à cette époque. Elle était brillante, elle n'avait rien perdu de sa répartie subtile. Et puis un jour, elle n'est plus venue. Au bout du 4e jour, je pris la résolution d'interroger le tenancier. Il m'apprit qu'elle était décédée seule chez elle, des suites d'un arrêt cardiaque, et il me tendit le journal de la veille dans lequel un petit encart annonçait ses obsèques le lendemain. Le lendemain fut un jour pluvieux. En me rendant à la petite église, je me disais que la pluie était un temps convenable pour des obsèques, comme le ciel bleu l'est au mariage. Je n'avais pas remis les pieds dans une église depuis ma communion, et le malaise de l'imposture s'ajoutait à celui de ne reconnaître presque personne dans l'assistance, à part un ou deux habitués du restaurant. Personne n'interrogea ma présence, ce qui fut un soulagement, tant je n'étais pas bien sûr moi-même de savoir ce que je faisais là. Qu'un inconnu vienne rendre hommage à un autre, l'idée semblait incongrue et déplacée. Mais inconnue, elle ne l'était pas pour moi, même si j'aurais eu toutes les peines du monde à expliquer en quoi elle ne l'était pas. Peut-être partageait-elle un peu de mon isolement, mais je n'aurais pas su trouver les mots à même de nommer ce sentiment. Après la cérémonie, je m'apprêtais à partir discrètement lorsqu'une voix féminine m'interpella. « Merci d'être venue. Elle m'avait parlé de vous. » Je ne connaissais pas la jeune femme qui venait de me parler, mais je devinais à ses traits qu'elle devait être parente de la défunte. Je balbutiai alors quelques condoléances convenues, sur un ton d'excuse. Il m'en voulut presque immédiatement de ma maladresse. Mais avant même que je ne puisse me ressaisir, d'autres personnes se présentèrent à elle, et je fis demi-tour. La semaine suivante, je retournai au restaurant. Le même mur sonore isolait chacune des conversations. La même musique discrète circulait pour combler les rares moments de silence. Les couverts s'y entrechoquaient toujours, et personne ne semblait se préoccuper du vacarme. Un éclat de rire survint comme une déflagration, et c'est à ce moment précis qu'elle fit son apparition, la fille de l'autre jour. Elle jeta un coup d'œil aux alentours, comme si elle était à la recherche de quelque chose, et des regards curieux répondaient à sa présence. J'étais estomaqué de la voir, et surtout de voir en elle celle qui nous avait quittés. La surprise céda le pas à la panique lorsqu'elle me reconnut et se dirigea tout droit vers ma table. « Bonjour » m'a-t-elle dit en souriant, « je ne vous dérange pas ?» ?»« Non, bien sûr, répondis-je. Je voulais vous parler, mais nous avons été interrompus. Puis-je » Elle s'installa à la table à côté, celle qu'occupait jadis sa mère, comme j'allais bientôt l'apprendre. C'est ainsi que je fis la rencontre de ma future femme. Chez nous, on dit du destin qu'il est mektoub, autrement dit qu'il est écrit. Moi, je le préfère en état d'écriture, non pas écrit, mais en train de s'écrire. Le présent est la tête de lecture qui fait de l'avenir le passé. La bobine défile, comme au cinéma, puis touche à son terme. La voix s'éteint, le silence se fait, jusqu'à la prochaine fois. C'était Du souffle à la voix, de et avec Sohan Kalim. Rendez-vous sur le blog pour en savoir plus, www.sohankalim.fr.